La dernière salle, nous l'avons nommée salle du refuge suisse, puisque les Suisses n'ont pas été seulement à l'extérieur, on a reçu aussi beaucoup d'étrangers dans notre pays, soit en exil, soit pour se réfugier, soit pour y venir y vivre, y trouver le bonheur, selon les préceptes de Jean-Jacques Rousseau, que c'était en Suisse qu'il y avait les plus belles montagnes, le plus bel air, la meilleure eau, etc. etc. D'ailleurs, tous nos peintres, nos grands peintres du XVIIIe siècle ont été les propagandistes, pour ainsi dire, du tourisme suisse. Hein, tel François Didet, dont nous avons vu le tableau en bas, et puis quelques autres. Et parmi tous ces étrangers qui sont venus se réfugier ici en Suisse, nous avons choisi bien sûr la famille des Bonaparte. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène au château de Pente s'appelle le chemin de l'impératrice. Pourquoi le chemin de l'impératrice? Eh bien tout simplement parce qu'au sud de notre château, tout en bas de la propriété, se trouve un autre château, le château de Progny-la-Tour, qui a été acheté par l'impératrice Joséphine en 1811, alors qu'elle se trouvait en visite à Genève. Devant loger à l'auberge de Jean, qui se trouvait à l'entrée de la ville et qui était assez mal commode pour une impératrice qui avait l'habitude de vivre dans des palais. Un jour d'une promenade le long du lac, elle a vu le joli petit château de Progny-la-Tour et elle a décidé de l'acquérir. Alors elle a envoyé une lettre à l'empereur, si vous voulez m'offrir ce petit château qui m'irait très bien, etc., etc. Quelques jours plus tard, l'argent est arrivé, elle a acquis le château, mais ce château, elle a oublié une chose, ou elle ne savait pas, qu'il était inhabité depuis plusieurs décennies, donc il était inhabitable. Donc il a fallu faire d'énormes travaux pour le rendre commode. Donc elle a vécu un mois en 1811, elle y est revenue en 1812, et alors qu'elle faisait la fête avec les autorités genevoises, qui étaient des autorités françaises, puisque Genève avait été annexée à la Grande République en 1798 et qu'elle était devenue le chef-lieu du département du Léman, bien sûr qu'elle était reçue avec tous les honneurs dus à une impératrice. Et alors qu'elle faisait la fête avec tous ces messieurs ici, eh bien dans le même temps, l'empereur était en train de se faire casser la figure en Russie. Et c'est seulement en retournant sur Paris qu'elle a appris par le Moniteur, le journal officiel de l'Empire, la catastrophe de Russie. Alors on connaît la suite, 1813 c'est la campagne d'Allemagne, quelques belles victoires, Bautzen, Lutzen, etc. Et le désastre. Enfin le désastre en Allemagne. Ensuite, en 1814, c'est la campagne de France, qui est une belle campagne militaire pour ceux qui aiment le militaire, mais qui est une campagne inutile puisqu'elle vaudra la mort de plusieurs milliers de soldats français pour une vaine cause. L'empereur s'écroule au mois d'avril, il abdique et il reviendra reprendre le pouvoir au mois de mars 1815 pour 100 jours. Et tout s'écroulera définitivement après la bataille de Waterloo au mois de juin 1815. Les Bonaparte sont condamnés à l'exil par Louis XVIII et l'impératrice Joséphine étant décédée au mois de mai 1814, elle a fait don de son château de Progny-la-Tour à sa fille, la reine Hortense, ex-femme de Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande. Donc Hortense décide de venir s'y installer, mais elle a oublié ou elle ne sait pas qu'à ce moment-là, le château de Progny-la-Tour est encore en terre française. Toutes les communes de Versoix, Chambésy, Progny, Vernier, Meyrin, etc. ne seront redonnées à Genève que quelques mois plus tard, définitivement. Donc on signifie à la reine Hortense, au milieu de la nuit du 26 novembre 1815, qu'elle ne peut pas y rester et qu'elle doit s'en aller. Donc elle va partir avec toute sa domesticité et elle va traverser le pays, la Suisse, et se réfugie à Constance, sur les bords du lac de Constance. En 1817, elle achète le château d'Arenenberg, dont on peut voir une photo, et elle traîne avec elle un jeune homme de 7 à 8 ans qui s'appelle Louis-Napoléon. Et ce Louis-Napoléon va faire toutes ses études, passer toute sa jeunesse à Arenenberg et dans le sud de l'Allemagne, dans le Grand-Duché de Bade. Et en 1830, notre jeune Louis-Napoléon,
qui est quand même un Bonaparte, il doit faire une école militaire. Donc, comme il ne peut pas retourner en France, puisque le territoire lui est toujours interdit, il décide de faire son école militaire en Suisse et il va choisir l'école militaire de Thun dans le canton de Berne. Et là, comme instructeur, il va avoir le commandant Dufour, futur général Dufour. En 1833, il sort de cette école militaire avec le grade de capitaine d'artillerie dans l'armée suisse. Et en rentrant en Turgovie, c'est-à-dire à Arenenberg, les autorités du canton de Turgovie, toutes fières d'avoir un Bonaparte capitaine dans l'armée suisse, vont lui offrir la citoyenneté d'honneur du canton de Turgovie. Or, depuis le temps de la République helvétique et de sa constitution, un article n'a pas été supprimé lors des différents actes de médiation et ensuite la restauration. Cet article, nous ne l'avons pas supprimé. Celui qui est citoyen d'un canton est citoyen de la Confédération helvétique. Et quand Louis-Napoléon va être élu président de la Seconde République française en 1848, et qu'il va être élevé au trône impérial sous le nom de Napoléon III en 1852, eh bien on peut dire que c'est un citoyen suisse qui est monté sur le trône de France. D'ailleurs, en 1873, quand il meurt à Chislehurst, en Angleterre, où il est en exil, le seul papier qui prouve son identité et qu'on va trouver dans son veston, c'est son papier de citoyen d'honneur du canton de Turgovie. Voilà, c'est toute cette histoire qu'on raconte dans cette salle. Et on a aussi ici une très belle maquette du passage de la Bérésina au mois de novembre 1812. Alors la catastrophe a déjà eu lieu, hein, c'est l'invasion de la Russie jusqu'à Moscou, le désastre de Moscou, puisque la ville est incendiée sur l'ordre du gouverneur Rostopchine. On libère tous les prisonniers à la condition qu'ils mettent le feu à la ville, qui est à 80% faite en bois. Donc la ville brûle, Napoléon qui pensait y passer l'hiver tranquillement ne peut y rester et il décide de repartir. Reprendre le chemin de l'allée semble impossible puisqu'il ne reste plus rien, tout a été détruit, pillé, etc. Donc il essaye de prendre une route plus au sud, mais les Russes vont l'en empêcher et le renvoyer par cette route de Smolensk jusque sur la route en direction de la Pologne-Lituanie. Et pour revenir, il y a un seul endroit qui est très compliqué à passer, c'est le passage de la Bérésina, à quelques 500 km de la frontière lituanienne. Il n'y a qu'un seul pont à Borisov pour le franchir. Les Russes le savent, et au moment où l'armée impériale s'approche du pont, eh bien les Russes bombardent le pont. L'armée impériale est bloquée, enfin ce qu'il en reste, parce que des 600 000 hommes qui étaient partis au mois de juin 1812, devant la Bérésina se présentent même pas 100 000 hommes. Donc on va essayer de trouver un gué, chose qu'on va réussir à faire. On va construire 2 ponts qui vont permettre de faire passer en priorité l'armée qui est encore capable de se battre et qui est armée, c'est-à-dire les fantassins, la cavalerie et l'artillerie. Et puis passeront en dernier les civils et les soldats blessés. Au moment où ceux-là vont devoir passer, l'armée de Kutuzov arrive dans le dos et Napoléon ordonne de bombarder les 2 ponts. Donc on abandonne presque 50 000 personnes de l'autre côté, qui vont se faire en grande partie massacrer par les troupes russes. Le reste de l'armée va faire encore ces 500 km d'une façon épouvantable, sous une température de moins 30 degrés, et ils vont passer le Niémen le 5 décembre 1812, et on sait qu'il restera à peu près 25 000 soldats valides qui passeront en Pologne. Et après, c'est la suite terrible de la fin de l'Empire. Et puis un dernier personnage, on va finir par une dame quand même, pour mettre un peu de baume sur toute cette histoire terrible. C'est une des descendantes de la grande famille des Daffry, une famille fribourgeoise qui a donné de nombreux officiers au service de France, dont Augustin Daffry, dont nous avons pu voir le tableau, le portrait au rez-de-chaussée, qui était le dernier colonel général des Suisses et Grisons au moment de la Révolution française. Son fils, Louis Daffry, qui a été le premier landamman
de la Suisse de l'acte de médiation, en 1803 et en 1807, si je ne m'abuse, c'est Adèle d'Affry. Adèle d'Affry, elle naît déjà dans une famille qui est en fin de course, dans le sens où cette famille d'Affry vivait sur un très grand pied du fait de sa position en France. On gagnait beaucoup d'argent en tant qu'officier et en tant que colonel. Et la famille est, je ne vais pas dire au bord de la ruine, mais dans de grandes difficultés financières, ce qui fait que la mère d'Adèle va lui faire épouser un grand prince italien, le prince Colonna, en pensant pouvoir rétablir un peu les finances de la famille. Ce qui ne sera pas le cas parce que la famille des Colonna, enfin la mère, Madame Colonna, est une femme grippe-sous et qui se battra avec sa belle-fille pour lui laisser le moins d'argent possible, d'autant plus que malheureusement son mari, le prince Colonna, décède quelques mois après le mariage. Donc notre Adèle d'Affry va se retrouver dans de très grandes difficultés financières. Heureusement, elle a un hobby extraordinaire, elle adore la peinture et surtout la sculpture. Et elle va s'adonner, même en tant que princesse, ce qui va scandaliser toute la haute société de l'époque, elle va s'adonner à sa passion. Et elle va rencontrer un jour à Paris, lors d'un salon où elle expose quelques-unes de ses œuvres, elle va rencontrer l'impératrice Eugénie et Napoléon III, qui vont être très charmés par ses œuvres et qui vont l'inviter plusieurs fois au parti de Compiègne, chose exceptionnelle, un honneur d'être reçu dans ces grandes parties où toute la haute noblesse impériale était reçue pendant ces grandes cérémonies où on se retrouvait, dans une ambiance un peu moins pompeuse que dans les palais impériaux. Adèle d'Affry va d'ailleurs être reconnue puisqu'on va prendre une de ses plus belles œuvres, la Pitti, qui va être placée en bas des escaliers de l'Opéra Garnier, que l'on peut encore voir aujourd'hui. Elle voyagera pas mal, surtout en Italie, et c'est en Italie du Sud qu'elle meurt de la tuberculose dans sa même pas 40e année. Alors, on peut aller voir encore beaucoup de ses œuvres au musée historique de Fribourg, où toute une aile lui est consacrée. Merci, Madame d'Affry.